Au lieu de cela, ils ont envoyé Steve Witkoff pour faire, vous savez, une visite émerveillée du Kremlin et dire, eh bien, Vladimir Poutine veut la paix. Donc nous allons avoir la paix. Et cela ne s'est pas produit. Et c'est pourquoi vous avez vu l'échec total de ces négociations jusqu'à présent. Et écoutez, on dirait que je m'en prends personnellement à cet homme. Il a l'air d'être un type tout à fait sympathique. Le problème, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a une quelconque expertise dans ce domaine. Et il se retrouve face à des gens au Kremlin qui font ça depuis toute leur carrière. Donc il est tout simplement désavantagé. Salut à tous! Aujourd'hui, nous recevons Constantin, auteur, youtubeur et co-animateur du podcast Trigonométrique. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je sais, c'est un jeu de mots. Tu as un parcours intéressant. Je crois que ton père faisait partie du gouvernement soviétique. Il n'a jamais été membre du gouvernement soviétique. Mon père a servi dans le gouvernement de Boris Yeltsin en Russie, au début des années 90. Et tu sais, moi j'ai des origines à la fois ukrainiennes et russes. Et c'est un conflit dont j'ai beaucoup parlé et écrit. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as dit que la Russie n'a pas vraiment connu la démocratie depuis environ 500 ans, voire jamais, car personne ne l'avait réellement avant non plus. Et tu as aussi dit que la chute de Poutine pourrait entraîner l'arrivée de quelqu'un qui serait peut-être encore plus radical que Poutine. Oui, je parlais dans un contexte précis, pour être honnête. Tu sais, je ne veux pas donner aux gens l'impression que je pense que Vladimir Poutine devrait rester au pouvoir pour toujours. Pas du tout, tu sais, ce n'est pas ma position. Je n'aime vraiment pas ce qu'il a fait en Ukraine. Je crois que ça a été terrible, même pour la Russie. Ce que je voulais dire, c'est que s'il est violemment destitué, tu te souviens qu'au début du conflit, beaucoup disaient « Pourquoi ne pas juste enlever Vladimir Poutine et tout ira bien ?» Ça ne marche pas comme ça, c'était mon point. Oui, la Russie n'a jamais eu de démocratie. Vladimir Poutine, voilà, les gens oublient cela. Mais il est arrivé au pouvoir en Russie pour la première fois, en 1999, et il est au pouvoir depuis 26 ans maintenant. Il n'y a jamais eu d'élection libre et équitable pendant cette période, mais il n'y a jamais eu non plus d'élection libre et équitable ayant entraîné un changement de gouvernement avant cela. Et donc, la Russie n'a aucune histoire ni culture de gouvernance démocratique. Beaucoup de gens en Russie n'en voudraient pas, franchement. Ils aiment le tsar Vladimir, et ils espèrent simplement que le prochain tsar sera aussi quelqu'un qu'ils apprécieront. C'est sûr. Et je pense qu'un autre point, c'est aussi qu'il a un soutien très très fort, autour de 80% dans les sondages, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres informations non plus. Donc ça joue un grand rôle là-dedans. Tu évoques aussi que presque tous les présidents américains, dont Trump, ont mal jugé Poutine, pensant qu'il était un bon gars, oubliant qu'il maîtrise la manipulation. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, comment penses-tu que ce prochain sommet va se dérouler? Est-ce qu'on peut espérer de bonnes nouvelles à ce sujet? Non. Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'il y a évidemment eu énormément de spéculations. Je ne sais pas quand cette interview sera diffusée, car même si c'est demain, les choses auront sûrement changé d'ici là. Donc, la seule chose que je dirais, et je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est... J'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir que le président Trump puisse résoudre ce conflit rapidement. Mais j'ai dit cela en pensant qu'il serait beaucoup plus pragmatique et réaliste qu'il ne l'a été. Je pense qu'il a été très naïf. Je pense que Steve Witkoff était une nomination terrible. Franchement, je ne pense pas que ce type sache ce qu'il fait. Il y a des rapports selon lesquels il aurait mal compris ce que Vladimir Poutine a dit. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette conversation où il disait « Oh oui, Vladimir Poutine va retirer ses troupes de Zaporizhia et de Kherson. » Et j'étais là genre « Waouh, mais ça, waouh, c'est incroyable !» C'est un exploit incroyable, étant donné que Vladimir Poutine contrôle cette zone. Bon, avançons de 24 heures. Il s'avère que Steve Witkoff n'avait tout simplement pas compris ce que Poutine disait, et n'avait absolument aucune intention de se retirer de ces zones. Donc, ce qu'on constate en ce moment, c'est que les Ukrainiens et les Russes sont très éloignés l'un de l'autre. Et si l'intervention américaine peut les rapprocher, nous le découvrirons. Mais le problème avec l'approche de Trump, ou plutôt celle de l'administration jusqu'à présent, c'est qu'ils se sont laissés convaincre par leur propre rhétorique. Franchement, à savoir que Vladimir Poutine veut la paix. Je n'ai vu aucune preuve de cela. C'est une affirmation qui n'est étayée par aucun fait qui m'ait jamais été présenté. Ce que Vladimir Poutine a clairement voulu, comme il l'a répété à plusieurs reprises, c'est le contrôle de l'Ukraine. C'est ce qu'il veut. Je ne veux pas forcément dire qu'il souhaite avoir ses bottes sur le sol dans chaque partie de l'Ukraine. Mais ce qu'il veut, c'est la moitié de l'Ukraine, la partie orientale et la partie centrale, ou autant qu'il peut en prendre à ce moment-là.
Et ce qu'il veut, c'est que le reste de l'Ukraine soit un État fantoche comme avant 2014, où il pourrait effectivement contrôler qui est élu et maintenir un gouvernement très pro-russe et corrompu qui favorise la Russie. Et c'est cela qui a été son objectif depuis le premier jour. Maintenant, la raison pour laquelle je pensais que le président Trump serait capable de traiter avec lui, c'est qu'il y avait une manière très claire de le faire, qui était de dire à Vladimir Poutine « Écoutez, soit vous acceptez cet accord de paix, qui sera encore assez, qui vous permettra de retourner devant le peuple russe et de dire « Nous nous en sommes plutôt bien sortis ici. Nous avons obtenu un peu de territoire, nous avons, vous savez, éliminé la menace de l'Ukraine et toutes ces autres absurdités. Si vous refusez cet accord, Vladimir Poutine, moi, président Trump, je fournirai à l'Ukraine 10 fois plus d'armes que ce que nous avons déjà envoyé. Je vais les soutenir jusqu'au bout et leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour se défendre et vous repousser. » C'est comme ça que la négociation aurait dû se passer. À la place, ils ont envoyé Steve Witkoff admirer le Kremlin et déclarer que Vladimir Poutine veut la paix, donc nous l'aurons. Cela ne s'est pas produit, d'où l'échec total de ces négociations jusqu'à présent. Maintenant, cela dit, il est clair pour moi que l'administration Trump commence à comprendre à qui elle a affaire. Et donc, il se peut que lors de ces prochaines négociations, ils adoptent une position plus réaliste et qu'il en ressorte quelque chose de positif. J'ai bon espoir que ce sera le cas. Oui, moi non plus. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas envoyer Mark Arubia? Il négocierait bien mieux avec Poutine. Je comprends pourquoi Steve Witkoff est toujours choisi. Oui, je ne peux pas commenter les détails internes de ça, mais je n'ai certainement pas été impressionné par quoi que ce soit venant de Steve Witkoff. Écoute, on dirait que je m'en prends à lui, alors qu'il semble très sympathique. Le problème, c'est qu'il n'a aucune expertise dans ce domaine. Et il se retrouve face à des gens au Kremlin qui font ça depuis toute leur carrière. Donc il est tout simplement désavantagé. Non, c'est vrai. Je pense aussi que les rapports le présentent comme pire qu'il ne l'est, car on couvre la guerre presque tous les jours, à chaque mise à jour. Et il y a eu aussi un malentendu avec Steve Witkoff à propos de Poutine. Quelque chose comme ça est déjà arrivé après un appel également. Donc pour moi, on dirait vraiment qu'ils disent volontairement une chose en privé, puis quand on fait l'annonce publique, ils disent « Oh, on n'a jamais dit ça ». C'est peut-être ce qui se passe. Mais si tu pars du principe que Vladimir Poutine veut la paix, alors tout ce qu'il dit semble aller dans ce sens. Alors que si tu pars du principe que tu as affaire à un ancien chef du KGB, dont toute la carrière a consisté à s'entraîner et à pratiquer l'art de la tromperie, l'art du mensonge, l'art de la manipulation, l'art de dire une chose et d'en faire une autre pour atteindre ses ambitions et ses objectifs, alors tu commences à écouter différemment et tu arrêtes de mal comprendre quelqu'un que tu penses être un type formidable alors qu'il ne l'est pas vraiment. C'est sûr, oui. C'est pour ça que Mark Arubia serait parfait, surtout avec la façon dont il parlait de Poutine avant les élections. Il sait comment est Poutine, et tu parles beaucoup des valeurs occidentales et de la nécessité de les protéger. Après l'année écoulée, notamment avec l'élection de Donald Trump, tu pourrais évoquer la valeur occidentale la plus menacée. Eh bien, l'une de celles sur lesquelles je me concentrais vraiment dans mon livre, comme tu le sais, c'est la liberté. La liberté sous différentes formes. La liberté d'expression est la plus évidente, et reste de plus en plus menacée, surtout en Grande-Bretagne, où je vis. Je pense qu'avec certains des derniers développements politiques aux États-Unis, ces choses sont en train de changer. Mais c'est sûr qu'en Grande-Bretagne et en Europe, la liberté d'expression est constamment réprimée. Nous avons interviewé Toby Young, Lord Young, fondateur de l'Union pour la liberté d'expression en Grande-Bretagne, qui souligne que plus de 30 personnes y sont arrêtées chaque jour pour leurs propos. Donc, la liberté de parole est fondamentalement l'une d'elles. Et puis l'autre, je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses, mais une société libre repose sur le maintien d'un sentiment d'identité cohérent, et d'un sentiment cohérent de sa propre culture, ce qui encore une fois en Europe est également très menacé, notamment par l'immigration illégale et d'autres facteurs. Donc, vous savez, il est difficile de faire un résumé de la taille d'un livre, mais je pense que, oui, certainement, la liberté d'expression, je dirais, en est une. Et puis, vous savez, la cohésion culturelle et un sentiment d'objectif commun, ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est une valeur uniquement occidentale, mais c'est aussi quelque chose qui était menacé. Eh bien... Puisque nous évoquons la liberté d'expression, j'avais des questions sur les nouvelles lois adoptées au Royaume-Uni. Notre public est un peu plus axé sur les États-Unis, donc ils ne savent pas vraiment
C'est quoi cette histoire qu'on voit tout le temps sur Twitter où il faut utiliser une pièce d'identité juste pour se faire livrer une pizza et tout ce genre de choses? Quel est le raisonnement derrière tout ça? Ouais, ouais. Je pense que dans ces cas particuliers, ce sont des exceptions et probablement des erreurs, une plateforme qui fait un mauvais usage de la loi. Mais essentiellement, cette loi a été instaurée soi-disant pour protéger les mineurs, les enfants, contre les contenus nuisibles sur Internet. Mais ainsi, quelqu'un doit décider de ce qui est nuisible. Et donc, à cause de cela, ils essaient maintenant d'appliquer cela à des contenus qui pourraient être perçus comme nuisibles. Par exemple, une vidéo d'une manifestation en cours, n'est-ce pas ? C'est l'une des choses que nous avons vues être soumises à une restriction d'âge en ligne parce que, soi-disant, cela pourrait être nuisible pour les enfants. Intéressant, cela arrive justement quand le gouvernement essaie de donner le droit de vote aux 16 et 17 ans. On peut voter sur des sujets qu'on n'a même pas le droit de voir en ligne. Voilà où nous en sommes. Et dans le cadre d'une initiative plus large, l'Union européenne a une loi similaire qui, essentiellement, je me souviens qu'une fois, je participais à une émission de télévision très populaire dans ce pays, appelée Question Time. Et il y avait une discussion sur le fait qu'à ce moment-là, Donald Trump venait d'être réautorisé sur Facebook. Vous vous souvenez, il avait été banni puis réintégré. Une discussion a eu lieu où un de nos politiciens a déclaré que nous devions avoir l'Internet le plus sûr du monde. Bien sûr, sans penser au fait que, vous savez, peut-être que l'Internet le plus sûr du monde se trouve en Chine ou en Corée du Nord, où vous ne pouvez pas accéder à plein de choses que le gouvernement ne veut pas que vous voyiez. Je pense qu'en Europe, nous avons souvent oublié que la sécurité a pour prix la liberté. Et il devrait y avoir une sorte de juste milieu entre les deux, au lieu de simplement maximiser la sécurité au détriment de la liberté partout. Oui, je crois que George Washington a une citation à ce sujet, disant que quiconque sacrifie la liberté pour la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Je pense que c'était Thomas Jefferson, mais non. Tu as raison, j'ai tort. Oui, tu as raison. Eh bien, nous n'aurons ni l'un ni l'autre, et nous ne mériterons ni l'un ni l'autre, ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai mal reformulé à ce sujet, mais comme on parle de liberté d'expression, as-tu vu la nouvelle de Jubilee qui vient de sortir, qui circule en ce moment où il l'entoure? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, ça devrait être autorisé, non? Est-ce qu'il devrait avoir une telle portée? Parce que la critique que j'ai vue de ce genre de format, c'est qu'ils ne débattent pas vraiment deux points de vue. En général, un côté est central, l'autre à l'extrême du spectre. Pour beaucoup, cela donne l'impression qu'on offre une tribune à des voix qui ont aujourd'hui une grande portée, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 100 ans. Ce n'est pas une question de loi ou de liberté d'expression, mais de ce que vous choisissez de consommer. Ça me fait rire quand les gens disent « Oh, vous savez, les gens regardent toute cette pornographie extrême. » Quelqu'un la regarde, non? Donc certains. Ce sont les personnes qui consomment ce contenu qui sont responsables de l'existence de ce contenu, non? N'est-ce pas? Si personne ne cliquait sur une vidéo de Jubilée, que tu dis être une sorte de version extrême de la réalité, alors les gens ne produiraient pas ce contenu. Donc je pense que cela montre ce que les gens aiment regarder, c'est-à-dire des positions extrêmes, des disputes, des débats, etc. Le problème vient de là, je pense. Si on regardait seulement des analyses politiques factuelles et sèches, les chiffres seraient très différents. Mais les gens aiment le drame, ils aiment le conflit. Ils aiment les choses extrêmes. Et si tu regardes le genre de choses que les gens consomment, tu sais, dans les médias, il y a un dicton. Si ça saigne, ça fait la une. Dans les films, de quoi parle-t-on dans les films? Des personnes qui se tuent, se trompent, vivent des expériences folles, prennent de la drogue ou ont des relations sexuelles, etc. Donc il semble qu'il y ait quelque chose lié à la nature humaine là-dedans. Et Jubilée en profite tout simplement. Tu ferais ça? Je pense que ça marcherait s'il te le demandait. Si on me le demandait, bien sûr. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément des problèmes américains, mais je suis sûr qu'il y a des sujets dont je pourrais parler. Comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai toujours aimé un bon débat, et je suis très heureux de défendre les arguments que j'avance et d'en discuter avec les gens d'une manière que je pense raisonnable et respectueuse. S'ils veulent me confronter à un groupe qui ignore le sujet, je participerai volontiers. Bien sûr, vous y avez peut-être déjà répondu, mais le livre débute en affirmant que l'Occident est l'une des civilisations les plus prospères de l'histoire humaine. Mais il y a aussi l'autre aspect, très présent aux États-Unis. Je suppose que vous avez des problèmes comparables au Royaume-Uni. De nombreux jeunes et personnes âgées rencontrent des difficultés. Comment conciliez-vous cela?
Cette civilisation est-elle vraiment la plus prospère? Et on voit ça simplement parce que, comme tu l'as dit, les gens aiment voir des choses qui sont vraiment à l'extrême du spectre. Nous sommes la civilisation la plus prospère de l'histoire, même si certains rencontrent des difficultés. Et d'ailleurs, pour les jeunes en particulier, je pense que ce contrat intergénérationnel qu'on a toujours eu, surtout dans ton pays, dans le rêve américain, c'était beaucoup de choses. Mais l'une d'elles, c'était que tes enfants feraient mieux que toi. Ce n'est plus vrai. Et je pense que c'est très, très inquiétant pour nos deux pays, parce qu'en partie, cela concerne le logement et l'accessibilité au logement, qui a tout simplement chuté au fil des décennies. Je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, mais c'est sûr dans les grandes villes. En Grande-Bretagne, vous savez, le prix du logement a augmenté beaucoup plus vite que les salaires, les traitements et les revenus des gens. Donc, ce que vous avez essentiellement, c'est une situation où la prochaine génération, en particulier, n'a pas autant de chances que leurs parents de réussir. Et c'est un énorme, énorme problème. Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que, bien sûr, presque tout ce qui valait la peine d'être inventé a été inventé en Occident au cours des 200 dernières années. Nous bénéficions d'une grande prospérité et d'une liberté remarquable. Comme vous le savez, je suis très préoccupé par certaines des directions que nous avons prises sur ces questions. Cependant, nous ne devons pas oublier que notre civilisation est incroyable. Et c'est à partir de là que j'essaie de rappeler aux gens que, vous savez, nous ne voulons pas tomber dans un extrême ou dans l'autre, parce que ce que nous avons est en fait plutôt bien. À 100% aussi, autre chose intéressante, c'était rare d'entendre que vous aviez quelques critiques à propos du capitalisme. Pas qu'on doive le remplacer, mais vous avez admis qu'il y a certains problèmes qu'on devrait toujours continuer à aborder, à corriger, à améliorer, ce qui est rare, surtout chez les gens de ce côté d'Internet qui sont pro-liberté d'expression et tout ça. Ils ne critiquent généralement pas le capitalisme, donc peut-être que vous pouvez en parler un peu. Eh bien, je ne critique pas le capitalisme. Je reconnais simplement que chaque système a ses défauts et ses inconvénients. Je dirais que mon ressenti politique, si c'est ce que vous demandez, concerne la droite libre. Expression? Mon ressenti, tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique, c'est que l'aile droite de la politique, le courant plus libertarien et axé sur le libre marché, a tendance à dire « Écoutons, ne nous inquiétons pas trop de la façon dont on partage le gâteau. Assurons-nous de faire un maximum de gâteaux. » Et les personnes qui font le gâteau, ce sont elles qui méritent d'en avoir la plus grande part, parce qu'elles ont créé le gâteau. Et ce que cela oublie, c'est que si vous vivez dans une société très inégale, avec des niveaux élevés d'inégalité, comme c'est le cas actuellement, cela crée une société qui n'est pas en paix avec elle-même. Le livre The Spirit Level, qui est un excellent ouvrage, parle beaucoup de cela. Si vous suivez tous les différents indicateurs de malaise social, que ce soit le pourcentage de la population en prison, la violence interpersonnelle, les grossesses adolescentes, ou n'importe quel indicateur montrant que la société ne va pas bien, une fois que vous dépassez un certain niveau de revenu moyen, ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas le revenu absolu des gens, mais le revenu relatif du bas par rapport au haut, n'est-ce pas ? Si la société devient très inégale, cela paraît logique, non ? Parce que si vous avez une société dans laquelle certaines personnes prospèrent absolument et d'autres ont vraiment du mal, vous pouvez voir comment l'envie et le malaise face à cette réalité vont pousser les gens à se comporter de manière destructrice pour cette société. Et en fait, ce que montrent les preuves, c'est que ce type de division est en réalité très mauvais, aussi bien pour les très, très riches que pour les très pauvres. C'est mauvais pour tout le monde. D'un autre côté, la gauche, politiquement, se concentre uniquement sur la répartition du gâteau. Et ils disent, eh bien, il faut s'assurer que tout le monde ait une part du gâteau. Ce qui, vous savez, est juste, tout le monde devrait avoir une part du gâteau. Mais ce qu'ils oublient, c'est la réalité que si vous enlevez la motivation de faire le gâteau à ceux qui en font la plus grande partie, il n'y aura plus de nouveaux gâteaux. En Europe, nous parlons beaucoup des inégalités, ce qui est important selon moi, mais pas de croissance. Nous ne parlons pas de créer des opportunités. Il y a vraiment une mentalité de somme nulle. Pour que vous gagniez, je dois perdre. Et c'est pour ça que j'aime l'Amérique, et que j'aime venir en Amérique. Parce que là-bas, votre état d'esprit, c'est que nous pouvons gagner ensemble. Et je trouve ça génial. Mais quand nous gagnons ensemble, je pense aussi qu'il est vraiment important que nous prenions soin des personnes qui ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes. C'est pourquoi je suis un peu centriste et un peu indécis sur ces questions. Parce que je pense que la société idéale est celle où l'on encourage massivement la création de richesses et la créativité.
Mais vous avez aussi une société dans laquelle, idéalement, non pas parce que le gouvernement vous y oblige, mais grâce à une culture qui dit qu'en tant que personnes qui réussissent, c'est notre devoir de redonner à la société. C'est notre devoir d'investir des centaines de millions de dollars dans des choses qui aident nos concitoyens. Grâce à ce genre d'état d'esprit, nous créons une société où, oui, les gens peuvent devenir immensément riches et réussir tout en prenant soin de leurs semblables. C'est la société où je veux vivre, pas vous. Oui, à 100%. Eh bien, je suppose qu'on s'écarte un peu du sujet, mais tu penses que les réseaux sociaux aggravent les problèmes, ce qui est probablement une réponse oui. Je pense que les réseaux sociaux rendent les choses immensément meilleures et immensément pires en même temps. N'est-ce pas ? C'est simplement quelque chose qui a des compromis terribles et des contributions incroyables. Par exemple, toi et moi, on ne serait pas en train de parler s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Les gens ne regarderaient pas ceci s'il n'y avait pas YouTube. Sans les podcasts, ils n'écouteraient pas. Je n'aurais pas des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde, et des millions de personnes dans le monde, qui sont intéressées par ce que j'ai à dire. Donc, je n'aurais pas ce travail génial que j'adore. Les gens n'auraient pas accès à votre contenu, qu'ils apprécient et sont prêts à payer, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes tous enrichis par ces choses. Mais elles ont aussi des inconvénients terribles. Et il y en a beaucoup dont nous pouvons parler. Donc, la façon dont je vois la plupart des choses, c'est selon la célèbre phrase de Thomas Sowell. Il n'y a pas de solution, seulement des compromis. Et je pense que cela s'applique aussi aux réseaux sociaux. Ça a du sens. Et pour en parler un peu plus, je suppose que tu vas devoir expliquer un peu plus parce que ça concerne les questions d'immigration au Royaume-Uni. Selon moi, la différence entre l'immigration aux États-Unis et au Royaume-Uni est que ce dernier accueille bien plus de réfugiés. Joanna, je ne sais pas si tu dirais ce que c'est vrai selon ton expérience. Tout dépend de ce que tu entends par réfugié. Car avant l'administration actuelle, des millions passèrent la frontière sud en se disant réfugiés, non ? Donc jusqu'à récemment, je pense qu'il est juste de dire que l'Amérique avait aussi un problème très important avec ça. Mais si tu veux comprendre où nous en sommes et où vous en êtes, je pense qu'il y a une différence culturelle. Je trouve que l'Amérique est culturellement bien plus pro-immigration que tous les autres pays que j'ai visités. C'est très pro-immigration du point de vue de la personne ordinaire. Ils accueillent chaleureusement ceux qui souhaitent venir en Amérique, devenir américains, respecter la loi, apprendre la langue et s'intégrer à la société. D'après mon expérience, vous savez, chaque fois que j'ai parlé avec des gens, ils me demandent sans cesse « Quand viens-tu en Amérique ? Quand est-ce que tu viens t'installer ici ?» C'est assez inhabituel dans le monde. J'ai rarement vécu cela dans d'autres pays. Mais je pense aussi que les Américains en avaient assez, à juste titre, du système juridique et du fait que la voie légale pour venir en Amérique soit effectivement exploitée et abusée. Et certains pourraient aussi dire que si vous aviez eu des politiciens qui facilitaient et encourageaient ce processus, vous auriez eu une frontière sud complètement ouverte. Donc vous savez, j'ai des opinions positives et négatives sur l'administration actuelle, mais il est certain que si vous deviez évaluer sa performance, vous seriez obligé de dire que la gestion de la frontière a été un énorme point positif et une grande réussite à cet égard. En Grande-Bretagne, la situation est différente car nous sommes un petit pays. Nous ne sommes pas un pays qui s'est construit sur des vagues d'immigration massive, pas du tout. C'est un pays qui a été effectivement homogène pendant toute son histoire, jusqu'à environ 1950, 1960. Et même alors, jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, l'afflux d'immigration était plutôt faible. C'était vraiment très faible. Et puis, à partir de 1997 environ, nous avons élu un gars, appelé Tony Blair, que certains de vos spectateurs connaissent peut-être. Par différentes politiques, il a tellement ouvert la frontière qu'en 13 ans, plus de personnes sont venues en Grande-Bretagne qu'au cours du millénaire précédent. Donc, plus de personnes sont venues en 13 ans qu'en 1000 ans. Ensuite, un gouvernement conservateur est arrivé, et encore plus de personnes sont venues durant les 11 ou 12 années suivantes, n'est-ce pas ? Donc c'était une chose qui s'est produite. Et vous pouvez imaginer, vous savez, si vous réfléchissez à ce que cela représente, que vous soyez pro-immigration, anti-immigration, ou que vous soyez au milieu comme moi, ou peu importe, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'extrême qui arrive à un pays. C'est juste un fait, n'est-ce pas ? Même si vous pensez que c'est une chose extrêmement positive, cela reste extrême.
Cela va évidemment provoquer une réaction extrême, positive ou négative, selon votre perception. Donc, l'inquiétude des gens concernant l'immigration légale a explosé parce que le pays a changé très rapidement, au point où, vous savez, la population autochtone, les Britanniques blancs, sont effectivement devenus une minorité dans les plus grandes villes du pays, à Londres, à Birmingham et dans d'autres endroits. Et c'est quelque chose qui, évidemment, met beaucoup de gens mal à l'aise parce que, comme je l'ai dit, vous savez, en Amérique, il y a une culture du melting pot. Tout le monde vient de partout et s'intègre. La Grande-Bretagne était un pays avec sa propre identité. Ainsi, accueillir de nombreuses vagues de personnes issues de cultures et de langues différentes présente des aspects positifs. Vous savez, la nourriture s'est améliorée, mais il y a aussi des aspects négatifs. Et en partie, c'est que les gens ont presque l'impression d'être devenus des étrangers dans l'endroit même où ils ont grandi, à cause aussi de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Très, très rapidement. Maintenant, c'est une partie du problème. Vous ajoutez à cela le problème que nous avons avec l'immigration illégale. Pour vous donner un exemple, je suis venu en Grande-Bretagne depuis la Russie en 1996, 95, 96, selon la façon dont on compte. Quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, 55 000 personnes par an venaient en Grande-Bretagne chaque année, légalement. Ils ont respecté les règles, obtenu le visa, tout fait correctement. J'étais parmi ces 55 000 personnes. Aujourd'hui, alors que nous sommes ici, c'est presque le même nombre de personnes qui entrent en Grande-Bretagne, illégalement, chaque année. Illégalement. Ils embarquent en France, autorisés par les Français. Dès leur arrivée en Grande-Bretagne, ils sont non seulement autorisés à entrer au lieu d'être renvoyés, mais aussi logés aux frais du contribuable dans un hôtel ou un logement privé payé par le gouvernement. On leur donne une carte SIM, de l'argent de poche et d'autres choses. Ils ne sont pas souvent gardés, vous savez, isolés du reste de la population. Donc certains d'entre eux vont sortir et travailler illégalement. Vous pourriez penser, d'accord, très bien, ils travaillent illégalement. Mais certains d'entre eux sortent aussi et commettent des crimes. Et nous avons eu affaire à cas après cas de ces immigrés illégaux qui sortent et agressent sexuellement des gens, violent des gens, tuent des gens, assassinent des gens. Nous savons grâce aux statistiques que les personnes venant de certains pays sont beaucoup plus susceptibles que la population locale de commettre des viols, des agressions sexuelles et d'autres crimes. Donc, cela est devenu une véritable préoccupation pour les gens, en partie à cause du nombre, en partie à cause de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Et aussi, franchement, comme on dit en Grande-Bretagne, à ce stade, c'est vraiment se moquer du monde. On ne peut pas accueillir 45 000, 55 000 ou 60 000 personnes par an entrant illégalement et prises en charge par le contribuable. Ce n'est tout simplement pas juste. Les Britanniques tiennent vraiment à l'équité. Donc, sur tous ces plans, nous avons eu 2 décennies de politique d'immigration catastrophique, ce qui provoque maintenant un retour de bâton, ce qui inquiète tout naturellement quelqu'un comme moi, qui suis un immigré de première génération. Parce que lorsque le public réagit, il réagit toujours de manière excessive. Au lieu de réagir à l'immigration illégale, il pourrait dire « expulsons tous les immigrés », ce qui serait, selon moi, néfaste pour le pays et pour les immigrés qui contribuent, paient des impôts, respectent les lois, s'intègrent et transmettent les valeurs de la société à leurs enfants. Je veux simplement un pays en bonne santé. L'immigration illégale massive ne le permet pas. Oui! Non, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que même aux États-Unis maintenant, en fait, ça change un peu. La fenêtre d'Overton, certains avancent que l'immigration légale peut aussi poser problème si elle est excessive. Je crois que tu en parles aussi dans ton livre, comme quoi ça doit être bien géré, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup, surtout en ligne, accusent le Royaume-Uni en disant que l'immigration légale peut aussi ruiner un pays. Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé et détaillé que cela. Une importante vague d'Ukrainiens est arrivée en Grande-Bretagne ces 3 dernières années à cause de la guerre. Cela n'a pas ruiné la Grande-Bretagne. Des dizaines de milliers de personnes de Hong Kong, ancienne colonie britannique, jusqu'en 1997 sont venues. Après la reprise de la ville par la Chine, beaucoup ont fui pour préserver leur liberté occidentale. Certains sont venus ici. Les Hongkongais n'ont pas causé l'échec de la Grande-Bretagne. Et donc, la question qui préoccupe les gens concerne les personnes venant de certains pays, de certaines cultures et de certaines catégories démographiques en particulier. C'est ça le problème. L'immigration n'en est pas la cause, même si je partage votre avis. Elle doit juste être bien encadrée.
Les chiffres doivent être gérables. Il doit y avoir une compatibilité culturelle. Il faut apprendre la langue. Il doit y avoir une volonté de s'adapter. Il doit y avoir une volonté de se mélanger avec la population locale, etc. Toutes ces choses sont très importantes. Mais la réalité, ce n'est pas l'immigration en général. C'est une immigration spécifique, provenant de régions spécifiques du monde. Nous devons simplement être honnêtes. Non, très bien. Cela introduit votre prochaine question sur le maire de Londres. J'ai vu l'extrait, mais je ne peux pas le montrer ici. Donc je vais citer ceci mot à mot. Dans une interview, Lendermeyer a dit que s'il invitait Trump à Londres, il lui ferait visiter la ville et lui montrerait toute la diversité des mosquées et le carnaval de Nottingham que Londres possède. Cela prouve que le multiculturalisme est la plus grande force de Londres, qui, comme Londres, a beaucoup d'histoire. C'est fou que le maire parle des mosquées et propose une visite au président américain pour lui montrer le multiculturalisme que Londres possède. Quel est votre point de vue à ce sujet? Eh bien, le multiculturalisme a échoué. Et ceux qui ont dit cela ne sont pas comme moi, mais David Cameron et Angela Merkel, qui dirigeaient leur pays. J'ai toujours tenu à distinguer multiculturalisme et société multiethnique, comme ils l'entendent. L'Amérique, c'est encore la Grande-Bretagne, sont des sociétés multiethniques. Nous avons des personnes de différents horizons, de différents groupes raciaux, de différents groupes ethniques. Et cela peut fonctionner à condition que toutes ces personnes soient prêtes à adhérer à une seule identité collective. Nous sommes tous américains ou britanniques, selon le sens. Le multiculturalisme suggère que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement, vous savez, être qui vous êtes, avoir votre propre façon de voir les choses. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Ne vous intégrez pas ni à la société. Ne proclamez pas être américain. N'inculquez pas à vos enfants les valeurs américaines. Ça ne marche pas. Et je veux dire, je ne suis pas fan de l'actuel maire de Londres. Il répète sans cesse que la diversité est notre plus grande force. Ce n'est pas utile qu'il dise cela, surtout après un attentat terroriste. Vous savez, ça ne convainc pas les gens que la diversité est en fait notre plus grande force. David, as-tu vu ce tweet de Noam MacDonald qu'il a publié il y a longtemps? On va le mettre ici. Ouais. Mais vraiment drôle. Passons à la question suivante, principalement sur le terme que tu as inventé. Je suis presque sûr, même si je ne connais pas tout Internet. Woke, c'est ça. Et peut-être que tu peux expliquer un peu cela à notre public, parce que la prochaine question est « Pourquoi la droite woke est-elle si pro-Palestine, mais pas pro-Ukraine? » C'est intéressant. Donc, je ne dirai certainement pas que j'ai inventé ce terme, d'accord? Je fais partie de ceux qui l'ont fait. Donc, si vous voulez une interprétation plus académique, James Lindsay est la personne qui a proposé cela. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Il peut l'expliquer d'un point de vue plus philosophique. Mais mon observation, c'est que si vous réfléchissez à ce que représente la gauche woke, n'est-ce pas? La gauche woke était avant tout un mouvement identitaire, n'est-ce pas? Elle disait que ce qui compte vraiment chez vous, c'est que vous ne vous considérez pas comme un citoyen américain, vous vous considérez comme membre de votre groupe. Et plus vous approfondissez votre appartenance à ces groupes, que vous soyez noir, brun, femme, homme, gay, trans ou autre, c'est vraiment là-dessus que vous devriez vous concentrer. Et c'est à travers votre identité que vous devriez expérimenter le monde. C'est à travers votre identité que vous devriez penser la politique. C'est à travers votre identité que vous devriez penser à tout le reste, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un citoyen américain. Vous êtes noir, transgenre et handicapé. C'est ce qui compte, non? L'essentiel, c'est aussi ce sur quoi ils ont insisté. La victimisation, l'oppression. Qui est le plus opprimé? Ils ont créé cette idée appelée l'intersectionnalité, selon laquelle plus vous appartenez à ces sous-groupes, plus vous êtes opprimé. Si vous êtes noir, trans ou handicapé, vous êtes très opprimé. Et si vous êtes un homme blanc hétérosexuel, alors par définition vous êtes mauvais et l'oppresseur. Ils prétendent aussi que la vérité n'existe pas, tout serait relatif. Au final, seul le pouvoir compte vraiment dans la vie. Et il s'agit de savoir qui contrôle, qui utilise le pouvoir pour atteindre les objectifs que leur groupe identitaire souhaite. Eh bien, la droite woke est en fait l'envers de cela, qui dit « Oui, la gauche a raison, la gauche woke a raison. L'essentiel chez toi, c'est ton identité. En tant qu'homme blanc hétérosexuel, tu as été opprimé par le système. Et tu dois te voir non pas comme un citoyen américain, mais comme un homme blanc hétérosexuel. T'identifier à ce groupe, penser à l'oppression de ce groupe, et défendre les intérêts de ce groupe au détriment des autres.
Peu importe les règles de notre démocratie libérale, nous devrions faire comme la gauche woke, utiliser tous les moyens pour détruire nos ennemis et atteindre notre objectif. C'est en quelque sorte la version de base selon ma compréhension. Il y a toute une conversation philosophique sur la prémodernité, la modernité et la postmodernité. James Lindsay est excellent sur ce sujet. Si vous voulez en discuter ou vous informer, d'accord. Quant à Israël, la Palestine et l'Ukraine, je trouve ça drôle. Concernant l'Ukraine, je pense en fait qu'une grande partie de la question dépend simplement de qui était au pouvoir quand cela s'est produit. Donc, si l'invasion de l'Ukraine avait eu lieu pendant le premier mandat du président Trump, et que c'était lui qui avait riposté et aidé l'Ukraine à se défendre, je pense que la majorité de la droite serait totalement d'accord pour soutenir l'Ukraine. Je le pense vraiment. C'est en partie pour cela. Mais concernant Israël et la Palestine, je pense qu'une partie de la raison pour laquelle l'extrême droite éveillée déteste absolument Israël, c'est qu'Israël possède ce qu'ils veulent. Israël possède une forte identité nationale et une société homogène. Ils ont clairement, vous savez, c'est l'une des plaintes qu'ils formulent, à savoir qu'Israël est autorisé à avoir un État juif. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un pays chrétien et blanc ? Pourquoi devons-nous avoir de la diversité et tout le reste? Est-ce que cela fait partie de la raison? Une partie de la raison est que la droite éveillée s'inspire du fascisme. Donc, une grande partie de cela consiste à trouver un bouc émissaire, en particulier pour les personnes qu'ils veulent percevoir comme étant les oppresseurs. Et qui est l'oppresseur si vous êtes l'opprimé? Eh bien, toute personne qui a de l'argent, un succès disproportionné, etc. C'est-à-dire les juifs. Et d'ailleurs, aussi les Indiens américains, c'est-à-dire les personnes originaires du sous-continent indien, car ils commencent aussi à être pris pour cible. Vous voyez cela avec Vivek Ramaswamy par exemple, qui est un homme de droite modéré et qui reçoit beaucoup de haine de la part de cette droite woke. Parce qu'il est indien. C'est vrai, d'accord. Je ne sais pas si vous qualifieriez Tucker Carlson de Will Cray. Je l'ai fait. J'ai écrit un article intitulé Tucker Carlson et la droite ouvrière. D'accord, j'ai raté ça, c'est ma faute. Non, c'est tout. Bien, je sais qu'il t'a interpellé parce que tu parlais de politique américaine et tout ça. L'argument était « Tu ne devrais pas en parler car tu ne vis pas ici ». Ensuite, il a interviewé Vladimir Poutine pour recueillir son avis sur l'échec de l'Amérique et d'autres sujets. Oui, il mentionne souvent la Grande-Bretagne et la politique britannique. Intéressant, sans y vivre, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi Tucker Carlson insiste autant sur la Russie en disant que la Russie est le sauveur des valeurs occidentales alors que ce n'est vraiment pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. L'article et la vidéo sont disponibles sur mon Substack à lire ou à regarder. Depuis. Comme tu l'as mentionné, j'ai vu le tweet sur la démonétisation de ta vidéo, ce qui nous arrive souvent. On pourra mettre le lien de tes podcasts récents avec Shilamy Robinson. J'en ai vu un peu au début. Et donc, les gens peuvent aller voir parce qu'une fois que c'est démonétisé, c'est comme ça que notre public le sait. YouTube n'a plus aucun intérêt à le promouvoir, en gros. Ouais, malheureusement. Donc, mais dans cette vidéo, dans cet article, ce dont j'ai parlé, et les gens peuvent le lire sur constantinquisson.com, c'est le fait que l'argument de la gauche woke était en fait que les idéaux de l'Occident sont mauvais, et que par conséquent, l'Occident doit être détruit. Mais la droite woke est en colère contre l'Occident parce qu'il n'a pas su être à la hauteur de ses idéaux. Il voit que les choses changent dans une direction qu'il ne souhaite pas. Et donc, il cherche des alternatives ailleurs. Et j'ai en fait comparé cela à Georges Bernard Shaw, qui est allé en Russie soviétique dans les années 30 et qui adorait Staline. Il a passé plusieurs heures avec lui et il disait « Oh, regardez ce type formidable, il est tellement mieux que notre terrible démocratie ». Et c'était un gars sur les genoux. Donc, pour beaucoup comme Tucker Carlson, la Russie n'est pas considérée comme un vrai pays. C'est une idée, vous savez, dans laquelle la nation chrétienne blanche est protégée de tout ce libéralisme maléfique et de toute cette diversité. Je pense que c'est surtout pourquoi cela arrive. Et oui, en partie à l'une des choses dont j'ai parlé dans cet article, c'est qu'avant la guerre en Ukraine, j'étais un invité régulier de l'émission de Tucker Carlson. Je suis passé plusieurs fois lors de grands événements. Et après la deuxième fois, j'ai dit à son producteur, parce que son producteur a dit « Oh, c'était tellement bien, Constantin. Reviens quand tu veux. J'aimerais discuter de l'Ukraine avec Tucker, car nous ne sommes pas d'accord. Ce serait très intéressant. » Et il a dit « Oui,
mais ça pourrait devenir tendu. J'ai répondu « Oui, eh bien, ça va faire beaucoup de vues pour Tucker, et il n'a pas l'air d'éviter les débats. » Mais il n'était absolument pas intéressé par une discussion, au point que, en fait, quand j'ai insisté, il a en quelque sorte dit, en gros, « Si tu continues à parler de ça, tu ne reviendras jamais dans l'émission de Tucker Carlson, d'accord ?» Donc il ne voulait pas avoir de discussion sur ce sujet, parce que Tucker sait que beaucoup de choses qu'il a dites sur l'Ukraine sont des mensonges. Comme l'idée que le président Zelensky persécute les chrétiens. Il présente ce qui est en réalité une guerre civile au sein de l'église orthodoxe, entre l'église orthodoxe russe et l'église orthodoxe ukrainienne, comme si Zelensky persécutait les chrétiens. C'est complètement absurde, ce sont des mensonges purs et simples. De la même manière, quand il est allé à Moscou et qu'il a dit que la nourriture y était moins chère, c'est totalement faux, n'est-ce pas? La nourriture coûte plus cher en Russie pour un Russe qu'en Amérique pour un Américain. Oui, pour Tucker Carlson, la nourriture est moins chère, mais c'est parce que la Russie est un pays différent, avec un niveau de vie différent. Ça ne veut pas dire que la nourriture est réellement moins chère. Et bien sûr, même si je pense qu'il est tout à fait dans son droit d'interviewer Vladimir Poutine. Vous savez, c'est quelque chose que les journalistes devraient faire. Il s'est complètement fait écraser lors de cette interview, et a juste laissé Vladimir Poutine lui marcher dessus. Il a essayé de le contredire au début, mais il a fini par se faire complètement dominer. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il a très mal induit son public en erreur au sujet de l'Ukraine. Et il a présenté une image très unilatérale, unidimensionnelle et inexacte. Parce que c'est l'image qu'il veut que son public voie, au lieu de chercher la vérité. Et la situation que vous évoquez, où il n'en parlait pas, c'était sur Fox ou après, quand il a lancé le podcast? C'était sur Fox. D'accord, ça a du sens. Et aussi, ses opinions ont beaucoup changé. Et il semble qu'elles aient changé dans le but d'obtenir plus de vues, de faire réagir plus de gens. Je sais que tu as eu récemment quelqu'un qui a fait une vidéo sur l'alt-right en dénonçant de nombreux YouTubers, Jimmy, non? D'accord, donc tu as eu cette conversation. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il avait l'air d'être quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, même si on n'est peut-être pas d'accord avec lui. Il s'est excusé en voyant son erreur. Je crois que tu as supprimé la vidéo lui aussi. Ce n'est pas ce que je ressens pour Tucker, car on dirait qu'il agit juste par principe. Oh, il se dit, oh, ça va me rapporter plus d'argent ou ça va me faire plus de clips ou des trucs comme ça. Ce qui est unique. Enfin, ce qui n'est pas unique, je suppose. C'est déroutant parce que tu sais, c'est un milliardaire. Sa famille a vendu une entreprise de surgelés pour 7 milliards de dollars, donc c'est illogique qu'il agisse ainsi. Eh bien, tu sais, les gens pensent souvent à l'argent comme à de l'argent. Mais si tu réfléchis, toi et moi sommes sur YouTube, c'est une question de chiffres. Pour beaucoup, c'est posséder le plus grand podcast d'Amérique, accumuler des choses. Je ne le vois pas ainsi. Tu sais, pour moi, trigonométrie, c'est chercher la vérité, et essayer de communiquer avec le public sur ce que je pense être exact et vrai, et être honnête sur mes limites, et là où je ne sais pas, etc. Mais je pense que pour beaucoup de gens, certains, pour eux, c'est comme un jeu vidéo. Tu sais, tu ne joues pas à un jeu vidéo parce que ça te rapporte de l'argent. Tu joues à un jeu vidéo parce que tu aimes gagner, par exemple, n'est-ce pas? Je pense que ça fait partie de la chose. Je pense aussi qu'avoir une grande plateforme donne beaucoup de pouvoir. Comme être à un appel du président Trump, sentir qu'on peut influencer la politique et avoir l'oreille d'autres présidents. Je pense que toutes ces choses-là entrent en jeu. Et oui, je ne sais vraiment rien sur ses finances pour pouvoir juger de ça. Je sais seulement qu'il évite ces sujets avec ceux qui ne partagent pas son avis. Nous l'avons invité sur Trigonométrie. Je suis prêt à aller sur son podcast et à en discuter avec lui. Mais je ne pense pas que rien de tout cela n'arrivera. Oui, ce qui est aussi un peu déroutant. Je ne veux pas me disputer, mais débattre avec quelqu'un, pas juste toi, attirait plus de vues qu'un point de vue unilatéral. C'est étrange qu'il ne veuille pas le faire. Il ne souhaite pas donner son avis sur ce défi, même à distance. Dernière question. Je sais qu'on manque de temps. Candace Owens, vous l'avez sûrement vu, a récemment dit que Macron était pire que Poutine simplement parce qu'il l'a attaqué en justice. Je ne sais pas si vous savez pourquoi elle a été poursuivie. Je n'ai pas suivi ce que Candace Owens a fait depuis de très nombreuses années. De temps en temps, sur Twitter, je vois un extrait où elle dit quelque chose de stupide, ce qui est son métier maintenant. Et je me dis, ah, d'accord, c'est triste. À une époque, elle excellait à reformuler les arguments de Thomas Sowell et Larry Elder sur la question raciale et d'autres sujets en Amérique, deux personnes très intelligentes.
Donc elle était capable de prendre leurs arguments très intelligents et de les présenter parce qu'elle est une bonne présentatrice. Pas très intelligente, mais une bonne présentatrice. Elle savait présenter les idées des autres de façon attrayante pour les jeunes. Elle était très douée. Comme vous le savez, elle a été très pro-Israël à un moment. Elle était totalement à l'opposé sur toutes les choses qu'elle affirme maintenant. Je trouve ça triste. Mais si elle préfère passer sa vie à s'énerver sur le fait que Brigitte Macron serait un homme, tant mieux. Tant mieux pour elle. Eh bien, je ne pense pas qu'elle pourra continuer comme ça encore longtemps, vu comment ce procès se déroule. Mes dernières questions, je suppose, et je suis sûr que ça t'arrive aussi parfois, non? Comme Tucker Carlton a changé d'avis sur beaucoup de choses, Candace Owens aussi. Ils l'ont apparemment fait parce que cela leur profite. Qu'en penses-tu? Parce que bien sûr, on veut, c'est la raison pour laquelle tu fais ton podcast, non? Tu présentes aux gens de nouveaux points de vue en espérant qu'ils vont changer ou que le public va changer d'opinion. Mais ensuite, certaines personnes qui ne font que parler, elles ont un intérêt à changer d'opinion parce qu'elles voient que ça leur apportera plus de vues. C'est pour ça qu'elles le font. Comment tu fais la différence ou comment tu gères ça? Je pense que ça vient de l'intérieur, mec. Si tu tiens tellement à l'argent et à la célébrité que tu es prêt à mentir devant la caméra jour après jour, eh bien, je ne peux rien y faire. Je ne veux pas. Je ne vais pas l'interdire. Personne ne le fera. Pour moi, je pense que c'est un gâchis de vie. Et je n'aimerais pas faire ça. Donc, fondamentalement, je pense que c'est quelque chose qui vient de toi en tant que créateur de contenu. Proposes-tu des choses qui rendent le monde meilleur selon toi? Ou est-ce que tu essayes d'améliorer ta vie au détriment du monde? C'est un peu ça la distinction. Et les gens feront leur choix. Et si tu es chrétien comme Candace et Tucker, eh bien, tu le paieras dans l'au-delà d'une manière ou d'une autre. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et est-ce qu'il y a autre chose? Nous ajouterons le lien de ton livre, le podcast et le partenaire Tommy Robinson. Substack, merci. Tous mes articles sont sur www.constantincuisine.com. Parfait. Oui, donc on notera ça, Doula. Merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on refera ça. Merci mon frère, j'apprécie ton temps.